qui sont en cours. Au niveau du secteur public, parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect management. Il faut que les formations puissent être conçues, ou en tout cas puissent prendre en compte les besoins de l'industrie, des entreprises, etc. Donc d'une manière générale, y compris dans le secteur public, vous avez des organes de management, des assemblées qui incorporent des représentants d'entreprises. Mais je crois que vous allez plus loin, dans la formation également, cela doit être le cas. C'est déjà le cas dans le secteur privé, hein, dans le système d'enseignement privé, ça c'est clair. Il faut l'étendre davantage dans le système public, mais des professeurs vacataires sont souvent utilisés dans ce cadre sur la base de leur expérience d'entreprise. Alors, la fuite des cerveaux, c'est vrai que ça représente un coût, ça représente sans doute une perte. Mais bon, on ne peut pas non plus empêcher le cerveau qui ne peut pas être utilisé sur place de l'être ailleurs. L'important à ce moment-là, c'est qu'il reste à c'est pourquoi je disais, rester en relation avec votre pays. Donc c'est devenu un phénomène mondial, hein. C'est la mondialisation qui amène ça. Vous ne pouvez plus refuser la fuite des cerveaux. Par contre, si on évoque que la perte que cela représente pour l'État du Sénégal, par exemple l'octroi de bourse, etc., moi je considère que l'étudiant formé grâce à l'État du Sénégal, en partie ou totalement, doit en retour et à titre gracieux, pendant une période indéterminée et dans le cadre d'une démarche citoyenne et civique, apporter quelque chose à son pays. Ça doit. Mais au-delà de ça, le cerveau doit être libre de voyager à travers le monde. Alors, Monsieur Sarr a surtout apporté des précisions intéressantes et il a cherché à coincer le banquier classique. Bon, alors, concernant l'Académie de riz en Chine, mais c'est très bien, c'est vrai que cette formation existe. Quand je parle de base de données, c'est arriver à des adéquations précises et sur le long terme. C'est vrai qu'on dit, bon, il y a un projet d'autosuffisance en riz, il nous faut des spécialistes en riz, on envoie des gens formés en riz, dans la culture du riz. Mais on n'a pas, avant cela, déterminé la nature des besoins, ce dont on a besoin sur le plan mécanique, ce dont on a besoin pour les silos de séchage, ce dont on a besoin, etc., etc. Tous ces besoins-là, on devrait... Et vous savez, il y a parfois des modèles qui sont déjà disponibles. C'est-à-dire, vous considérez que pour tant d'hectares à mettre en valeur de telle ou telle manière, semi-mécanisé, totalement mécanisé, irrigué ou pas, irrigué pas, tout de suite, vous avez le nombre d'agents qu'il faut bénéficiant de telle et telle formation, de telle et telle spécificité. Donc, ce n'est pas quelque chose de très difficile à mettre en œuvre, mais il faut quand même de l'effort de planification, et cet effort-là, très sincèrement, il faut le reconnaître, il n'existe pas. Bon, alors, la banque classique qui constitue un frein avec ses taux d'intérêt, ses garanties, etc. Bon, elle a bon dos, la banque classique. Vous savez, faire de la banque, c'est prendre du risque. C'est prendre du risque avec l'argent d'autrui. Les gens oublient ça. Ils considèrent qu'une banque, c'est une institution qui est assise sur un coffre-fort. On m'a déjà d'ailleurs dit que le propre d'un banquier, c'est d'être assis sur un coffre-fort. C'est l'argent des autres. Ce sont des dépôts de clients qui permettent à une banque de fonctionner. Et ces dépôts de clients ont un coût. Quand vous empruntez à 6,5% à 7% sur un marché pour constituer des DAT, vous ne pouvez pas prêter à 3%. Ce n'est pas possible. C'est clair. Quand vous prêtez et que vous prenez des risques, il y a toujours
un risque de non-recouvrement, ça existe. Et des analyses rétrospectives vous permettent de l'évaluer. Ça existe. Il ne faut pas croire que celui qui vient emprunter, c'est quelqu'un qui vient tout gentil et qui va de toute façon vous rembourser en jurant sur le Coran, etc. Dans la plupart des cas, ils ne vous remboursent pas. Et quand vous avez le malheur d'aller... Alors, je vais vous raconter ça. Moi, il y a une affaire qui me suit depuis une dizaine d'années. Un client avec lequel on était en très bons termes. On travaille. Puis, à un moment donné, il n'arrive plus à rembourser. On a consacré 2 ans à essayer de le mettre en condition de pouvoir rembourser. Il est venu nous voir avec son avocat, je ne citerai pas son nom, un avocat connu, pour faire des propositions écrites. Il ne les a pas respectées. Bon, finalement, parce que les établissements bancaires sont soumis au respect de règles en matière d'organisation de recouvrement de créances compromises, finalement, on